Bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre la suite de la journée. Donc à nouveau, un bonjour à toutes et à tous. C'est à moi qu'il revient de diriger ce qui, à l'origine, devait être une table ronde, mais qui va prendre finalement la forme d'une conférence qui n'en sera pas moins passionnante, j'en suis certain. Et cette conférence sera donnée par Christine Lévy, ici présente, maîtresse de conférences honoraire à l'Université Bordeaux-Montaigne. Alors je commencerai par présenter brièvement son travail aux personnes qui ne la connaissent pas déjà. Nous étions là hier, mais ça sera peut-être une présentation un peu plus détaillée. Christine Lévy est spécialiste des questions de genre, de l'engagement politique des femmes et de l'histoire du féminisme au Japon. On lui doit de très nombreuses publications dont il serait un peu difficile de présenter l'ensemble, mais qui comportent notamment, ça a été dit hier, mais je le rappelle puisque nous sommes à la maison franco-japonaise, la direction de 2 numéros thématiques d'Ebisu, donc la revue de cette institution, un numéro sur la catastrophe de Fukushima et un autre sur la revue Seito en 2012, mais aussi un certain nombre de directions d'ouvrages. J'en cite quelques-uns. Genre et modernité au Japon, la revue Seito et la femme nouvelle aux presses universitaires de Rennes en 2014. Un peu plus récemment, parcours féministe dans la littérature, dans la littérature et dans la société japonaise de 1910 à 1930 de Seito au modèle de politique sociale d'avant-guerre, co-dirigé avec Brigitte Lefebvre chez l'Harmattan en 2016. Et plus récemment, elle a supervisé la traduction d'un ouvrage notable de Ueno Chizuko. Alors le titre en japonais était Ikinobiru Tame no Shiso, donc qui a été traduit en français par une idéologie pour survivre, débat féministe sur violence et genre au Japon. Donc un livre originellement publié en 2006, republié en 2012 chez Iwanami, et qui a été publié en français en 2021 aux Presses du Réel, avec un travail de traduction réalisé par Marion Saucier et Claude Michel-Laine. Et sa présentation aujourd'hui va justement lui donner une occasion de nous parler de cet ouvrage, pas uniquement. Ouvrage dont il faut noter que c'est la première traduction en français d'un livre de Ueno Chizuko. C'est une question sur laquelle on reviendra. Alors la conférence aujourd'hui est intitulée « Les questions féministes et les études de genre, une comparaison France-Japon », puisque cette conférence va être l'occasion de faire dialoguer en fait 2 regards sur le féminisme à travers les publications et traductions de livres de 2 figures centrales du féminisme en France et au Japon. Vous l'aurez compris, Ueno Chizuko côté japonais et Elsa Dorlin côté français. Donc Christine, si tu es prête. Merci pour cette présentation et je voudrais aussi remercier les organisateurs et Thomas Garcin de m'avoir invité à ce colloque. C'est un honneur pour moi et c'est aussi une occasion de revenir sur certaines questions qui m'intéressent toujours. Alors, je voudrais aussi vous demander d'accepter nos excuses pour l'absence de Madame Ilié Fayol, qui, pour des raisons familiales, n'a pas pu participer à cette table ronde. Et par conséquent, je vous propose, à la place de faire un exposé sur Ueno Chizuko, suivi de quelques propos de confrontation avec les thèses de Elsa Dorlin. Donc, malheureusement, la partie sur Ueno Chizuko sera plus longue, vous m'en excuserez. Je commencerai cette conférence en rappelant que les féminismes sont traversés par différents courants politiques depuis leur apparition, au gré des périodes historiques, des contextes politiques, des aires géographiques, aussi des générations, c'est un aspect important, entraînant polémiques et divisions organisationnelles. Mais au-delà de ces divergences, on discerne des mobilisations communes en faveur de revendications fondamentales, comme celle de l'accès à l'éducation, le droit de vote, la libre disposition du corps des femmes. À l'échelle nationale, certaines dates sont restées dans les mémoires, comme la grève féministe en Islande en 1975, le mouvement pour le droit à l'avortement et la contraception en France. L'année 1975 est aussi donc l'année
international de la femme, décrété par les Nations Unies sous l'impulsion de la Fédération internationale des droits des femmes, fondée en décembre 1945 à Paris, mais interdite dès 1951 par le gouvernement français pour son activisme contre la guerre d'Indochine. Et donc la fondatrice, qui était Émile Cottin, qui a connu aussi Hiratsuka Raicho, est allée s'installer à Berlin. Et c'est une donc fédération internationale qui était de l'autre camp, avec le début de la guerre froide. 4 conférences mondiales vont suivre après 60 jusqu'en 1995, où 30 000 personnes se réunissent. Je signale qu'en 1975, il y avait 200 japonaises à la conférence mondiale, et à Pékin, en 1995, 6 000 japonaises. Donc, par la suite, ce sont des rapports annuels qui comparent les performances des... excusez-moi, j'ai été décalé, je suis désolé. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Donc, ce sont des rapports annuels qui comparent les performances des pays en matière d'égalité des sexes, qui remplacent l'émulation donc sur le plan mondial. Donc, depuis qu'a commencé en 2006 la publication du Global Gender Gap Report, le Japon se retrouve en queue de peloton sans discontinuer. La France, qui était en très mauvaise position au départ, 79e, non, 70e, le Japon 79e, a remonté la pente grâce à l'adoption de la loi parité en 2000 et de différents décrets d'application contraignants, ce qui est très important, successifs en matière électorale. L'Islande, le premier pays à avoir élu une femme à la présidence en 1980, occupe la première place depuis 10 ans sans discontinuer. On peut en conclure que les mouvements féministes ont un impact significatif dans la progression de l'égalité des genres et que l'émulation internationale joue un rôle non négligeable. D'où une préoccupation légitime pour renforcer ce courant à l'échelle internationale de la part des féministes depuis la fin du XIXe siècle. Le Conseil international des femmes, par exemple, fondé en 1888, compte 5 millions de membres en 1907 et 36 millions en 1925. Depuis les années 1990, les théories féministes à l'origine des études de genre se sont renouvelées, enrichies théoriquement, avec cette notion qui élargit quand même l'horizon, avec de nouveaux objets, des problématiques nouvelles également. Il nous a semblé intéressant de mesurer cette évolution à travers un échange autour de 2 ouvrages féministes récemment traduits, l'un en japonais, l'autre en français. Les ouvrages sont parus la même année, donc La matrice de la race, un Jinshu no Botai d'Elsa Dorlin, et Une idéologie pour survivre d'Ueno Chizuko. Alors, Ueno Chizuko, au Japon, on n'a plus besoin de la représenter. Si ces 2 ouvrages sont de la même année, leurs auteurs, en revanche, sont de générations distinctes. Elle est née en 1948. C'est une personnalité de premier plan dans le paysage féministe au Japon, très médiatisée depuis la polémique autour de l'affaire Agnès Chan en 1987-88. Elle est en revanche peu connue en Europe, même si le prix finlandais de l'égalité homme-femme qu'elle a obtenu en 2019 atteste d'une reconnaissance internationale, ainsi que ses nombreuses invitations, interventions aux États-Unis. Son audience est beaucoup plus importante en Chine et en Corée, et on parle même d'un boom Ueno en Chine. Plus d'une dizaine de ses livres y ont été traduits et tous sont devenus des best-sellers. Sa correspondance avec Suzuki Suzumi, essayiste, ancienne actrice des films pornographiques, Genkai Kara Hajimaru, qui a été traduite et publiée en septembre 2022, a trouvé un écho auprès des jeunes chinoises et a été sélectionnée comme le livre de l'année sur le plus grand site web de critique des livres en Chine. En avril 2024, Ueno a été élu aussi parmi les 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time, précisément pour son influence en Chine, parce que ses livres, je cite, ont propulsé les idées féministes dans la société chinoise, apportant aux Chinoises une rare lueur d'espoir dans un contexte d'aggravation de la répression politique. Maintenant, je passe à une présentation rapide d'Elsa Dorlin, qui elle est née en 1974,
Donc, elle appartient à une génération beaucoup plus jeune, celle qui critique bien des aspects du mouvement féministe occidental jugé hégémonique et également de la seconde vague, alors que Ueno se revendique de l'héritage du féminisme radical de la seconde vague. Elsa Dorlin est philosophe. Ses travaux théoriques portent sur les épistémologies féministes et l'historicité du sexe, les sexualités, le sujet politique du féminisme. Reconnue dans le monde académique, son influence politique ou médiatique est moindre que celui des militantes féministes historiques comme Geneviève Fraisse, Gisèle Halimi, sans parler bien sûr de Simone de Beauvoir, qui est un classique, disons, dont le deuxième sexe est devenu comme la Bible de la seconde vague du féminisme, alors qu'à sa sortie, en 1949, elle ne se disait pas féministe. Elle a été après, mais traduit aussi au Japon, son impact a été toutefois moindre que la traduction de Friedan, de l'américaine Betty Friedan, la femme mystifiée en français. Et il y a eu une traduction en japonais en 1965 et il y a une nouvelle traduction qui date de 2004 par Ogino Miro. Elsa Dorlin a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2009 pour l'ensemble de ses travaux sur la philosophie et le genre et l'épistémologie féministe. Elle bénéficie donc d'une reconnaissance académique, institutionnelle des études de genre en France, qui est arrivée bien plus tard qu'au Japon. Ce qui peut paraître paradoxal par rapport à l'impact sociétal du féminisme, qui par contre, en revanche, est moindre au Japon qu'en France. Elle a reçu également le prix Frantz Fanon en 2018 pour son livre paru en 2017, « Se défendre, une philosophie de la violence », décerné par le Caribbean Philosophical Association. La confrontation avec les positions d'Ueno Shizuko sur les rapports entre féminisme et violence me semble particulièrement pertinente du fait de cet ouvrage. Donc c'est sur celui-ci que je me baserai surtout pour la fin. Je rappellerai aussi qu'Ueno Shizuko est reconnue également dans le monde académique comme sociologue. Elle a été nommée professeure à la prestigieuse université de Tokyo. Son poste, elle est partie à la retraite, son poste n'a pas été pourvu par une autre personnalité, donc c'est quand même une période bien précise. Elle a fondé aussi l'ONG, le Women's Action Network, en 2006, dont l'audience ne cesse de s'élargir et qui est aussi une mine d'informations extrêmement utile et pratique avec sa bibliothèque numérisée. Il y a beaucoup de revues féministes des années 70 qui ont été numérisées et ça donne un accès très important à des archives. Donc, je vous propose donc de partir du livre qui a été traduit et dont j'ai fait une assez longue préface, Une idéologie pour survivre, pour présenter et discuter certaines de ces positions. Alors, cet ouvrage rassemble des articles publiés à différents moments. Il a pour ambition de donner une logique et une cohérence à une pensée féministe de résistance ou de refus de la violence. Donc c'est aussi une éthique féministe qui est assez dominante aussi en France. Donc la résistance de la violence dans son continuum, c'est-à-dire aussi bien dans la sphère privée, la vie familiale, la sexualité, que dans la sphère publique et politique. Après avoir rappelé les théories féministes sur la séparation entre les sphères privées et publiques, elle aborde le rapport des femmes à l'État, à l'armée, au terrorisme et à la violence dans sa contestation politique. Ce fil conducteur, quel point de vue féministe adopter face aux violences, trouve une réponse dans le lien direct qu'Ueno établit entre résistance aux violences domestiques et aux violences politiques ou étatiques. Reprenant des analyses d'historiennes féministes, elle rappelle que la séparation de la sphère privée et de la sphère publique a permis la mise en place d'une structure qui établit des relations pacifiées entre les citoyens, mais qui laisserait libre cours à la violence à l'intérieur de la sphère familiale d'un côté et entre les États ou les nations de l'autre. Partant de la constatation que la fuite constitue la seule issue pour les victimes de violences domestiques, car si la femme riposte, les coups qu'elle reçoit ne feront que redoubler, écrit-elle, elle pense pouvoir ériger cette solution comme méthode applicable à toutes les personnes vulnérables.
Cet ouvrage se concentre surtout sur des questions soulevées depuis les années 90, riches en mobilisation contre les violences faites aux femmes, donc marquées notamment par l'internationalisation de la dénonciation de la violence. Excusez-moi, je ne vois rien au... Je ne sais plus où j'en suis. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc, d'une part en Asie, avec le surgissement des revendications des anciennes femmes de réconfort, les esclaves sexuels de l'armée impériale japonaise depuis 1990. En Europe, avec la guerre en ex-Yougoslavie, qui soulève la question des crimes sexuels comme armes de guerre et la reconnaissance de ce fait par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 1993. Et donc, c'est sur ces questions, cet ouvrage qui est publié en 2006, réédité en 2012, reste d'actualité, comme le montrent de nombreux exemples. On pourra citer la triennale d'Haïti en 2019, où il y a eu un problème autour de la statue de jeune fille coréenne qui représentait les anciennes femmes, enfin la manifestation des anciennes femmes de réconfort. Les manifestations mensuelles qui se sont déroulées le 11 de chaque mois après l'acquittement des auteurs de 4 procès des auteurs de viol et d'inceste en mars 2019. Également, plus récemment, la dénonciation du harcèlement sexuel au sein des forces d'autodéfense japonaises par Gonoi et Lina. Alors, le titre « Une idéologie pour survivre » indique l'intention d'Ueno Shizuko de faire du combat pour survivre aux violences sexuelles ou domestiques le paradigme de la pensée féministe. Si le terme de survivante est aujourd'hui familier pour un large public depuis l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, il a été utilisé par les cercles militants contre les violences sexuelles ou domestiques depuis plusieurs décennies. En France, le procès contre le viol d'Aix-en-Provence, où les victimes étaient défendues par Gisèle Halimi en 1978, avait marqué un tournant historique. Et il y aura certainement aussi un avant et un après l'affaire Mazan, grâce, entre autres, au courage de Gisèle Pellicot, qui, en refusant le huis clos, a ouvert un nouveau débat, notamment sur le consentement. Est-il nécessaire d'inclure dans la loi la question du consentement explicite, en fait. Désormais, les médias emploient de plus en plus le mot « survivante » comme synonyme de victime. Il résonne dans les tribunaux, dans certaines affaires, même si le terme de victime reste le seul valable en terminologie juridique. Ce terme est perçu comme une expression bien plus positive que celle de victime, qui reste associée à la passivité, à la faiblesse. Les survivantes s'expriment, réclament réparation. Il appartient donc au langage militant qui décrit un changement de statut, celui de victime à une personne qui prend en main son destin grâce à une prise de conscience et au soutien qu'elle trouve dans le combat qu'elle mène. Alors que les victimes restent prisonnières de la honte et de la culpabilité, les survivantes retournent ces charges contre les agresseurs. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de débat sur ce terme même. En effet, une féministe comme Raila Gupta précise que survivante célèbre l'individu, mais victime reconnaît l'énormité du système contre lequel on se bat et son potentiel de maltraitance. Donc, on peut conclure qu'il y a des victimes innombrables et des survivantes qui émergent. Mais les femmes ne sont pas que des victimes potentielles, et Ueno traite aussi du rapport des femmes à la violence, en particulier à la violence étatique, dont elles sont parmi les premières victimes au cours des guerres et des conflits armés, mais dont elles peuvent aussi être complices, voire actrices. Les féministes japonaises avaient découvert avec stupéfaction, dans les années 1980, le soutien apporté par les dirigeantes féministes d'avant-guerre à la Grande Guerre d'Asie orientale. Ce phénomène fut révélé par les travaux et journalistes féministes comme Kanao Mikiyo et Suzuki Yuko. Le choc fut d'autant plus fort que les mouvements des femmes étaient profondément ancrés dans le pacifisme et la lutte contre la guerre et les guerres depuis 1945, et que l'implication des grandes figures d'avant-guerre avait été soigneusement tue au lendemain de la guerre. Kanao avait pris l'initiative de créer un cercle de chercheuses indépendantes en histoire des femmes sur l'histoire du front domestique, Jugo aussi. Elle fait paraître entre
1977 à 1988, les Jugoshi no Oto, donc les cahiers d'histoire du front domestique. Et ces discussions font écho aux débats qui animèrent les féministes américaines sur le rôle des femmes dans l'armée depuis la fin de la guerre du Vietnam. Si le travail des féministes japonaises fut surtout d'ordre historique et descriptif, celui des féministes américaines fut beaucoup plus normatif, davantage tourné vers la question des principes. En effet, les féministes japonaises condamnaient les grandes figures du féminisme d'avant-guerre pour leur collaboration à la guerre, tout comme les guerres qui conduisirent le Japon à la défaite. Alors que leur homologue américaine de l'Organisation nationale pour les femmes, fondée en 1966, défendait le principe de la participation active des femmes au combat. Par ailleurs, la question se posait alors il faut dire qu'elle posait cette question une fois que la conscription a été abolie aux États-Unis. Par ailleurs, la question se posait alors avec d'autant plus de complexité que la participation des femmes, des femmes à l'armée était devenue au Japon, à l'instar des États-Unis, une question d'actualité. Mais les féministes au Japon ne se sentaient pas concernés par cette question, sinon pour dénoncer, comme nous l'avons souligné, la participation des féministes d'avant-guerre à la guerre d'Asie-Pacifique. Ueno elle-même indique que ce n'est qu'en 1998, avec l'écriture de son livre « Nationalisme to Gender », qu'elle a commencé à s'aventurer sur le territoire de la guerre, de l'armée et par extension du rapport des femmes à la paix. Elle ne voyait aucun lien direct avec le féminisme jusque-là. Dans le contexte de la globalisation de la décennie 1990, ces positions basées sur le féminisme marxiste. Alors, non, je vais là. Oui. Oui, sur le féminisme marxiste et le féminisme radical s'enrichissent d'analyses postmodernes, d'une part, et d'autre part, elle a été profondément interpellée, comme beaucoup de féministes, enfin comme toutes les féministes au Japon, par la prise de parole et les revendications des anciennes femmes de réconfort. Elle explique que sa vision antérieure en a été bouleversée. Ce qui l'a choqué par-dessus tout dans cette affaire, c'était leur réduction au silence depuis 45 ans. Si elle ne se sent pas coupable des faits survenus avant sa naissance, elle se sent en revanche coupable en tant que japonaise du silence auquel elle fut réduite pendant toute cette période d'après-guerre. Ainsi, l'introduction de la mémoire de genre, en lien direct avec les mouvements politiques de démocratisation dans le contexte de la globalisation de la décennie 1990, a joué un rôle moteur dans sa réflexion sur la place des questions de genre dans les relations internationales. Je reviens sur... Oui, dans Nationalisme to Gender, elle reprend à son compte des positions postmodernes, en particulier ce qu'on a appelé le linguistic turn en histoire, sans pour autant renier les analyses de son ouvrage sur le marxisme. Et d'ailleurs, elle réédite cet ouvrage sur Kacho Fusei to Shihon Shugi, Shugi féminisme Chihei, l'horizon du féminisme marxiste, comme une part d'héritage qu'elle assume et qu'elle revendique encore. Elle faisait alors beaucoup référence aux analyses de la féministe matérialiste française, Christine Delphi, et selon elle, la réalisation la plus importante du féminisme marxiste est d'avoir fourni une théorie du travail non rémunéré des femmes. Et dans une interview donnée à une féministe coréenne en 2010, elle explique que ce qui prime pour elle dans le féminisme marxiste, c'est d'abord le féminisme, pour expliquer sa position. Elle ajoute que le marxisme reste une théorie efficace pour interpréter et comprendre la société dans laquelle nous vivons. La théorie du travail non rémunéré a entraîné un changement majeur dans la perspective sur le travail des femmes. Elle souligne que désormais le gouvernement japonais, dans ses statistiques, prend en compte le travail rémunéré et non rémunéré lorsqu'il établit des données sur les heures de travail, et que c'est le résultat du féminisme marxiste, même si beaucoup de gens ont oublié son origine. Alors, pour revenir à Nationalisme to Gender, on peut indiquer que son objectif était aussi de répondre aux reproches qu'elle avait essuyés en 1995 à la conférence de Pékin de la part des organisations de soutien aux anciennes femmes de réconfort.
cette année coïncidait avec la déclaration Mulayama, et les organisations de soutien aux anciennes femmes de réconfort attendaient des mesures officielles de la part du gouvernement japonais qui s'est montré incapable de se montrer à la hauteur des attentes. Ueno avait eu l'idée d'une initiative privée de fonds organisés par les femmes, mais celle-ci ressemblait trop à la proposition du Fonds pour les femmes asiatiques, qui était donc un organisme semi-étatique, semi-privé, qui a été critiqué pour son ambiguïté et dont les conditions proposées ont été repoussées par les organisations de soutien aux anciennes femmes de réconfort, bon, qui fait qu'aujourd'hui encore, on reparle de cette affaire. Donc, elle, si elle comprenait les raisons de ce rejet, il lui sembla nécessaire d'approfondir la question du rapport entre nationalisme et genre pour dépasser l'angle nationaliste, étudier davantage les mécanismes du pouvoir d'un point de vue de genre et proposer une solidarité en conséquence. Elle tenait également aussi à se démarquer du paradigme anti-impérialiste traditionnel de l'extrême gauche, issu de Yamakawa Kikué et Suzuki Yuko. Donc, dans la perspective du linguistic turn, qui considère que l'historien n'appréhende en fait que la représentation discursive de la réalité, elle rejette les différents paradigmes développés depuis l'après-guerre qu'elle énumère, je ne vais pas en parler ici, et elle va partir de la notion de l'État-nation, qui, selon elle, permet de quitter l'européocentrisme basé sur le projet de modernisation construit autour de 3 pivots, capitalisme économique, démocratie politique et individualisme citoyen. Pour montrer ensuite la nécessité de se départir de la perspective État-nation, donc moyen aussi de dépasser l'angle nationaliste, puisque c'est un obstacle à la construction de la solidarité entre les femmes par-delà les frontières nationales et étatiques. La guerre est l'ennemi des femmes, son instrument, l'armée, ne peut rien leur apporter de bénéfique. L'égalité en son sein avec les hommes, aucune émancipation. Pour revenir à la critique qu'elle formule à l'égard des féministes états-uniennes de l'Organisation nationale pour les femmes, on peut rappeler quelques éléments aussi de contexte. La décennie 1990 débute avec la guerre du Golfe, qui a été, avec 40 000 soldats, l'occasion d'une participation importante des femmes à la guerre. Le film hollywoodien à armes égales en français, G.I. Jane, sorti en 1997, devait illustrer le summum de l'égalité des sexes au sein de l'armée. Sato Fumika, une très jeune chercheuse, donc, après avoir vu ce film, décide d'entreprendre un doctorat sur ce qui motive les femmes à s'engager dans les forces d'autodéfense japonaise, et dont il sortira aussi cet ouvrage par la suite. Elle fut largement stimulée par les travaux de Cynthia Enloe, que Ueno Chizuko cite abondamment, et elles ont traduit ensemble d'ailleurs, spécialiste américaine des relations internationales et qui a étudié les effets du patriarcat dans l'armée, les relations entre militarisme et féminisme. Il existait un grand contraste sur cette question entre le Japon et les États-Unis, où historiquement la participation aux forces armées était la condition d'obtention de tous les droits civils et politiques liés à la citoyenneté, alors qu'au Japon, la perception publique des forces d'autodéfense était plus qu'ambiguë et le fait de s'engager, de remplir ses obligations militaires n'avait aucun lien avec l'obtention de la pleine citoyenneté. Au Japon, le contraste entre avant et après 1945 est saisissant. L'armée japonaise était la seule de toutes les armées belligérantes de la Seconde Guerre mondiale à ne comprendre aucune femme. La nouvelle organisation militaire de l'après-guerre, qui a renoncé à la guerre en vertu de l'article 9 de la Constitution, a débuté en tant que corps de réserve de la police, puis a été réorganisée en force d'autodéfense en 1954. Les femmes y ont été incorporées dès le début, bien que leur enrôlement était limité au poste d'infirmière dans un premier temps. L'idée était d'utiliser les femmes pour affaiblir la coloration militaire des forces d'autodéfense japonaises pour qu'elles se fondent dans la société civile, selon l'analyse de Sato Fumika. Puis en 1967, la force d'autodéfense terrestre a élargi son recrutement de femmes à des postes généraux, personnels, administration, approvisionnement, comptabilité, etc. Cette évolution s'expliquait par une pénurie de personnel masculin. La situation favorable de l'emploi pour les jeunes hommes pendant la période de haute croissance rendait très difficile le recrutement. Ce n'était pas du tout attractif d'aller dans l'armée. Donc les forces d'autodéfense étaient obligées de compter aussi sur les femmes. Puis il y a l'adoption en 1979 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
ratifié par le Japon en 85, change la donne. Un tournant majeur est pris en 92 lorsque les femmes sont admises à l'Académie de la Défense nationale, leur ouvrant la voie à des postes d'officiers supérieurs. En 93, tous les postes sont ouverts aux femmes avec quelques restrictions imposées sur les missions telles que les sous-marins et les avions de chasse, comme aux États-Unis en fait, mais elles seront levées en 2003, puis en 2006, comme aux États-Unis. Tout en élargissant leur champ d'action, les officiers féminins des forces d'autodéfense ont également été utilisés comme des mascottes. Dans les années 1990, les membres féminins ont été activement encouragés à participer à des concours de beauté locaux. Et les femmes qui ont remporté le titre de Miss figuraient en bonne place dans les photographiures de magazines et servaient de panneaux publicitaires pour les forces d'autodéfense. Une résolution 1325 du Conseil de sécurité adoptée par les Nations Unies en 2000 exige la participation des femmes, l'introduction d'une perspective de genre dans toutes les opérations de paix et de sécurité. Au sein des forces japonaises d'autodéfense, les femmes ont été intégrées à la mission d'assistance des Nations Unies au Timor oriental en 2002, pour la première fois en tant que personnel des opérations de maintien de la paix. Et depuis lors, la participation des femmes aux missions d'opérations de maintien de la paix est devenue la norme. Néanmoins, bien sûr, il y a des discriminations et la dénonciation publique du harcèlement sexuel qu'a subi Gono Irina est portée en juin 2022 par cette ancienne soldate qui a quitté les forces d'autodéfense et dénonciation suivie par d'autres femmes des forces d'autodéfense, marque un grand tournant issu du mouvement MeToo. Après avoir essuyé plusieurs refus de sa hiérarchie, Gono Irina a recueilli plus de 100 000 signatures sur une pétition demandant au ministère de la Défense d'enquêter sur son cas. Cette affaire est la plus importante depuis les manifestations de Fulawar Demo en ce qui concerne la dénonciation de harcèlement sexuel. Mais les féministes japonaises n'ont jamais encouragé leurs compatriotes à intégrer les forces armées, car cela ne représentait aucun avantage tangible pour celles-ci. C'est donc chez les féministes japonaises chez les féministes américaines que l'on trouve cette revendication, raison pour laquelle Ueno Chizuko s'attarde sur leur position pour leur opposer un autre point de vue issu davantage de l'expérience des féministes japonaises. Elle ne le fait pas en partant d'un point de vue essentialiste au sujet du rapport entre les femmes et la violence, qu'elle réfute, puisque l'idée qu'elle serait par essence pacifiste est inexacte tout à fait historiquement. Il suffit de rappeler les nombreux exemples de soutien aux guerres et aux conflits. Les femmes peuvent participer aux luttes armées, en particulier dans les mouvements de libération nationale. Elles ont toujours été importantes. Mais la question qui se pose est de savoir quels avantages elles ont pu en tirer, y compris surtout à la suite des mouvements de libération nationale où, le plus souvent, sinon systématiquement, elles ont été renvoyées à leur foyer après l'indépendance. Et qu'elles y occupaient de plus, la plupart du temps, une place subalterne. Plus encore, est la question de savoir dans quel but défendre cette participation à la violence de l'État. Donc, contre la position dominante des féministes américaines, elles refusent le modèle d'une égalité des sexes au sein de l'armée et revendiquent un féminisme qui permette de survivre aux violences sexuelles et domestiques sans avoir à revendiquer l'égalité dans l'exercice de la violence considérée comme légitime ou non. Le but du féminisme qu'elle défend est la disparition de la violence, privée comme publique. Les femmes sont capables de violence, mais le féminisme ne cherche pas l'égalité entre l'oppresseur et l'opprimé, ni l'inversion de ce rapport, insiste-t-elle. C'est la disparition du rapport de domination que revendique le féminisme. Pour elle, je cite son argumentaire, l'armée, c'est le monopole de la violence par l'État, réclamer vis-à-vis des hommes qui monopolisent la violence d'État à sa juste répartition, signifie revendiquer l'égalité d'accès à cette violence, dont on reconnaît le monopole par l'État. Dans cette mesure, les féministes américaines qui revendiquent l'égalité au sein de l'armée, oui, c'est ça, se contentent d'être des féministes américaines, puisqu'elles ne remettent pas en cause le pouvoir militaire des États-Unis, ni la Pax Americana que celui-ci soutient. Elles sont des américanistes, nationalistes américaines, avant d'être féministes.
alors que pour elle, il faut être féministe avant tout. Le féminisme doit refuser le nouveau marchandage qui se profile entre féminisme et État sous couvert de l'idéologie d'égalité entre hommes et femmes au sein de l'armée. Les féministes américaines réclament depuis longtemps le pouvoir de participer au même titre que les hommes au combat. Mais si le féminisme est une idéologie qui affirme que les femmes peuvent appartenir au camp des forts comme les hommes, cela ne m'intéresse pas. Le féminisme auquel je crois est une idéologie où les faibles exigent d'être respectés en tant que tels. La libération des faibles ne consiste pas à ressembler à l'oppresseur. Ce raisonnement, bien sûr très cohérent, pose toutefois une aporie, car que faire du principe d'égalité au sein de l'armée comme au sein de n'importe quel autre domaine, politique, économique, culturel, etc. Le même raisonnement pourrait s'y appliquer, le refus d'atteindre la position du dominant, raisonnement qui a par ailleurs été l'apanage de certaines militantes anarchistes aussi, qui étaient contre le droit de vote, par exemple, pour les femmes, ce qui était le cas notamment de Louise Michel, avec toute l'admiration que j'ai pour elle, mais elle était contre, estimait ça tout à fait inutile, parce que le pouvoir est le pouvoir pour elle, ou parce que aussi relevant du droit bourgeois, ça c'est dans un raisonnement plus marxiste. Par ailleurs, la notion de genre insiste sur le fait que le mâle n'est pas dominant. Enfin, dans cette notion de genre, le mâle n'est pas dominant par nature, tout comme la femme n'est pas inférieure par nature, n'est pas faible par nature. Donc, à partir de ce moment, pourquoi opposer cette opposition faible, pas faible? Je ne vois pas pourquoi les femmes seraient faibles. Donc, ça, c'est un point de vue à discuter. À partir de ce constat, il ne s'agit plus, donc, pour elle, d'inverser le rapport oppresseur-opprimé, mais de faire disparaître la déconstruction des rôles genrés, permettant à chaque individu d'exister en dehors de cette assignation. Donc, je pense qu'il y a là... elle utilise la notion de genre, mais pas systématiquement dans ce cas précis. Le féminisme radical des années 1970 contestait le système de domination, d'exploitation capitaliste et voyait dans le patriarcat la racine de ce système. Et donc, survivre à la violence engendrée par cette domination, c'est, selon Ueno Chizuko, refuser d'en être complice. Faut-il marcher avec les hommes sur la voie de la destruction et de l'anéantissement, ou bien faut-il survivre à leur violence, à défaut de pouvoir la refuser? Je mesure à quel point la dénomination de survivante, d'abord attribuée aux Yanfu, les victimes de l'esclavage sexuel de l'armée impériale japonaise, puis de la violence domestique, la signifie à la lettre. Ceci me permet de réaffirmer que le féminisme fut un mouvement pour survivre aux tragédies de ce monde. Pour elle, donc, le féminisme ne peut pas légitimer le recours à la violence. Il doit au contraire servir de modèle de pensée valable pour toute situation de vulnérabilité et de dépendance et proposer ainsi une alternative à l'idéologie contestataire des années 1960-70 ayant mené le mouvement étudiant dans une impasse. Ayant elle-même participé activement au mouvement de cette époque à l'université de Kyoto, à propos de cette impasse, elle revient sur le traumatisme qu'a représenté pour toute une génération l'affaire de l'armée rouge unifiée, découverte en janvier 1972. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Alors, à propos de ce traumatisme, elle déclare « Beaucoup furent pétrifiés à cette idée, ils sentirent un abîme s'ouvrir sous leurs pieds et tombèrent pour longtemps dans le silence. Je ne fis pas exception. » Cette affaire ruinait toute confiance, toute espérance qu'une partie de l'opinion publique pouvait avoir nourrie à l'égard des groupes de la nouvelle gauche. Elle remarque que ceux qui ont écrit sur cette affaire sont des chercheurs éloignés, soit sur le plan générationnel, comme Otsuki Eiji, soit géographiquement, comme la sociologue américaine Patricia Steinhoff. Ueno a apprécié dans l'ouvrage de Otsuka, Leur armée rouge unifiée à elle et la démocratie d'après-guerre, paru en 1996, juste avant le procès en appel de Nagata Hiroko, son approche consistant à révéler la misogynie au sein de l'armée rouge unifiée. Elle rappelle que l'épuration des femmes par les femmes avait donné lieu à de multiples reprises à une interprétation misogyne non seulement de la part des médias, mais aussi du dirigeant historique de la faction Armée Rouge qui était en prison au moment des faits, Shiomi Takaya, lequel expliquait la purge par la jalousie de Nagata qui ne pouvait plus avoir d'enfants.
Mais déjà, les féministes de l'époque refusaient cette explication. Tanaka Mitsu, figure emblématique du Woman Libu, prit l'initiative de créer un comité de soutien autour des accusés, l'association pour comprendre, via l'aide aux femmes accusées, au plus près l'affaire de l'Armée rouge. Tanaka Mitsu avait écrit à l'époque, 20 ans avant Otsuka, dans son livre Inochi no Onnatachi, et les femmes qui cherchent à servir la théorie masculine de la révolution mieux que les hommes eux-mêmes sont toutes des Nagata Hiroko. Les femmes qui remuent leur queue derrière les hommes sont toutes des Nagata Hiroko. Et de s'interroger, mais elle a tué une femme enceinte. Et moi, j'ai rencontré les mouvements féministes. À quel moment nos voix se sont-elles séparées? Je signale que Tanaka Mitsu avait rendu visite à Nagata Hiroko, à la montagne, dans le camp d'entraînement où elle était. Il s'agit donc pour Ueno Chizuko, au terme de sa réflexion des décennies 1990 et 2000, de faire le lien avec le féminisme radical des années 70 en y ajoutant des apports théoriques issus à la fois des travaux autour du concept de genre et des réflexions sur les victimes de l'esclavage sexuel et des violences domestiques. Pensez le lien entre ces deux violences découle aussi de la démarche du féminisme des années 70 qui a proclamé la fin de la division entre sphère publique et sphère privée. Mais si les questions de violences faites aux femmes étaient déjà posées, elles ne l'étaient pas avec cette intensité que nous connaissons aujourd'hui, et la mobilisation continue sur le plan international au cours des 3 dernières décennies permet à Ueno de considérer comme un acquis du féminisme certaines des réponses apportées à ces questions. Pour revenir à la question de la violence, voyons l'alternative qu'elle propose, une nouvelle conception de citoyenneté qui permettrait de dépasser celle qui est basée sur une différence de genre et son essentialisation par la violence, tant dans les sphères publiques que privées. Pour les femmes, l'égalité citoyenne, l'exigence de la répartition équitable de la citoyenneté doit aboutir nécessairement à vouloir la démasculinisation de celle-ci. Le concept de citoyenneté, grâce à la distinction des notions de nationalité et de droit démocratique, permet de remodeler la relation entre État et individu. L'idée de citoyen, qui au départ, lorsqu'il était un concept pré-étatique, ne signifiait pas plus que celui d'habitant de la civitas, peut aussi évoluer vers un concept post-étatique, la citoyenneté comprise comme un contrat passé avec un État-nation, réduisant l'individu dans son identité à son appartenance à la population et à la force armée, qui plus est imposée sous la forme d'un destin, voit sa fin annoncée. Donc, elle en conclut qu'il faut donner au concept même d'individu plusieurs dimensions, en y incluant la notion de différence, que le caractère contractuel de citoyenneté attribué aux individus signifie la possibilité de le refuser ou de le revoir, et qu'on peut proposer un caractère partiel, limité de la citoyenneté, pas un contrat global avec l'État, pas d'appartenance inclusive, puisque l'exclusivité absolue des membres n'existe pas. Appartenance partielle ou variée serait possible. Donc l'exemple de double nationalité, elle fut aussi le statut des citoyens de la société républicaine des Ryukyu, rédigé par un opposant des Ryukyu. En proposant une nouvelle conception de la citoyenneté, elle s'éloigne des arguments sur lesquels les féministes américaines s'appuyaient pour défendre l'accès égal des femmes à l'armée et l'égalité entre hommes et femmes en son sein. Elle le fait au nom d'une autre allégeance à l'État-nation et d'une critique de son pouvoir du point de vue de genre. Donc il n'est pas question de renversement de l'État, mais d'un changement de rapport entre les individus et l'État. Sa condamnation de la violence correspond au point de vue du mouvement féministe de la deuxième vague, qui la définissait comme un attribut du patriarcat. Le choix stratégique de ce mouvement a été de faire reconnaître les femmes comme victimes de la domination masculine, afin d'asseoir la légitimité de la lutte contre les violences faites aux femmes. La violence féministe se cantonne aux domaines symboliques, littéraires, cinématographiques, vestimentaires. Elles se sont réappropriées des figures de l'Amazone ou de la sorcière, mais n'ont quasiment jamais franchi la limite de la violence physique.
Signalant pourtant que l'autodéfense féministe, qui avait pour objectif de donner aux femmes les moyens physiques, mentaux et émotionnels de se défendre, a été pratiquée dès les années 1970, mais était restée très peu visible et n'a jamais été massivement mise en avant. C'était surtout dans les milieux libertaires et anarchistes que ça se pratiquait. La lutte contre les violences est davantage concentrée sur la sphère juridique, avec des nouvelles lois, l'aide aux victimes, avec la création de diverses structures d'accueil et de refuge pour les femmes victimes de violences. Ces deux aspects sont des éléments importants dans la construction du rapport de force, car ils offrent la perspective de la fuite, mais a posteriori. Nous avons vu que Ueno Shizuko argumente en faveur du refus de la violence parce que la femme qui reçoit des coups ne les verrait que redoubler si elle résiste. Or, c'est précisément sur ce constat, plus tu résistes, plus tu te détruis, qu'Elsa Dorlin commence sa réflexion et concentre sa réflexion sur les expériences de résistance à l'exercice de la violence dominatrice dans son ouvrage sur l'autodéfense. J'ai tendance un peu à être... voilà. Alors, son livre s'ouvre sur la description d'un supplicié en Guadeloupe en 1802, condamné et exposé dans une cage de fer à cheval sur une lame tranchante. Bon, je vais... condamné et exposé dans une cage de fer à cheval sur une lame tranchante où il est obligé de tenir les jarrets tendus pour éviter d'être blessé par la lame. Épuisé, le prisonnier tombe sur le tranchant de la lame, se relève et retombe de nouveau jusqu'à ce que mort s'ensuive. Donc il meurt au bout de 3-4 jours. Le condamné périt parce qu'il a résisté. Elle annonce d'emblée sa filiation avec la célèbre ouverture de Surveiller et punir de Michel Foucault. Mais la technologie ici vise à cibler la capacité de réagir du sujet comme pour mieux la dominer, avec un dispositif qui conduit certains sujets à s'anéantir comme sujet. Quel défi pose de tels dispositifs à la capacité ou au devoir de se défendre ? On ne pourra pas ici développer tous les aspects qu'elle aborde sur cette question de l'autodéfense, comme de son détournement pour des objectifs offensifs comme l'unité de la nation. On soulignera ici que le travail qu'elle a entrepris sur la généalogie de l'autodéfense politique a été fondamental pour elle à appréhender d'une autre façon l'histoire du féminisme et la question des violences faites aux femmes. Selon elle, l'enjeu pour lutter contre les violences faites aux femmes n'est pas qu'elles doivent apprendre à se battre, elles doivent désapprendre à ne pas se battre, c'est-à-dire refaire corps avec elles-mêmes. C'est l'idée d'élan vital pour la survie, car, je cite, « l'autodéfense intervient lorsque la non-violence arrive à ce point critique où persister sans cette tactique se murer en suicide ». Cette nécessité était soulignée dès les années 70 pour les partisanes de l'autodéfense, pour qui les différents modes de lutte devaient inclure la confrontation aux violences au moment où elles se produisent, et pas seulement après. Cette pratique se développe surtout dans les milieux féministes libertaires dans les années 70, mais depuis les années 2000, connaît un regain avec les stages réguliers. C'était ça. Des stages réguliers qui sont proposés par différentes associations. Donc il existe une beaucoup plus grande visibilité de l'autodéfense féministe. J'ai cherché un peu pour le Japon, mais je n'ai pas trouvé. Au Japon, c'est toujours proposé comme joseimuke et pas du tout comme féministe. Donc il y a une approche très différenciée entre les deux, puisque les premières féministes à avoir introduit l'autodéfense, ce sont les suffragettes qui avaient introduit le jiu-jitsu japonais justement pour s'en emparer. Donc par ailleurs, pour certaines théoriciennes de l'autodéfense, cette autodéfense n'est pas violente parce qu'elle vise avant tout à sortir d'une situation violente. D'autres dénoncent la construction d'une féminité comme allié pacifique de la violence masculine, puisque c'est ne pas résister, et défend par conséquent l'appropriation de la violence comme un moyen de construire une féminité alternative. Les stages, en général, affichent avant tout l'objectif de faire cesser une situation d'agression pour se mettre en sécurité, la riposte physique n'intervenant qu'en cas de nécessité. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces pratiques ne débouchent pas sur un usage collectif de la violence.
Le développement théorique d'Elsa Dorlin consiste à opposer l'autodéfense politique à la légitime défense qui, elle, est accordée au seul sujet défendu et armé par l'État. Donc, plutôt que de parler d'un monopole légitime, le monopole d'État de la légitimité de la violence, ce qu'elle dit, c'est que l'État passe par une légitimité accordée seulement à certains, l'exemple, les États-Unis, les violences policières, etc. Elle propose une généalogie des luttes passées et de ses mémoires, une référence théorique à Frantz Fanon et aussi à Robert Williams, qui s'était opposé en 1959, après les meurtres d'Afro-Américains par le Ku Klux Klan, à la politique de non-violence de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, et appela à répandre à la violence par la violence. Il devint ainsi l'une des sources les plus importantes du Black Panther Party for Self-Defense. Pour lui, comme pour Frantz Fanon, l'illégitimisation du recours à la violence relève d'une idéologie visant à désarmer les opprimés et a pour fonction d'empêcher de percevoir la violence étatique et capitaliste comme une agression. Robert Williams avait affaire aux milices suprémacistes, au Ku Klux Klan notamment, dont l'impunité était totale dans les États du Sud des États-Unis dans les années 1950-1960. La police et la justice étaient des instances de légitimation des lynchages, des exactions, et donc concrètement, activement collaborer à ces lynchages. Dans ce contexte historique, l'appel de Robert Williams à un mouvement noir armé relevait de l'autodéfense vitale. Selon Elsa Dorlin, sur ce point, l'opposition entre violence et non-violence n'est pas pertinente. Elle rappelle que Martin Luther King considérait lui-même qu'il était nécessaire de déployer plusieurs stratégies en fonction du rapport de force local. Pour elle, cette alternative violence-non-violence renforce le cadre idéologique imposé pour ne pas penser la question des tactiques et des répertoires, des mémoires de lutte. Donc voici une opposition évidente de point de vue sur la question de la violence, entre Ueno Shizuko et Elsa Dorlin, entre ces deux féministes, même si cette question n'épuise pas, loin s'en faut, les d'autres différences. Mais l'une comme l'autre veut se démarquer du courant dominant américain, des féministes américaines, à qui l'on a reproché le caractère hégémonique de femmes blanches de classe moyenne. Les angles d'attaque sont divergents, par contre, sur quel point elles se démarquent de ce courant dominant américain. L'historiographie féministe tend à rendre la place qui est due aux femmes d'autres catégories, d'autres régions du monde, car leur militantisme a été essentiel dans le développement même de la seconde vague. Elles ont été ignorées, mais elles ont été très nombreuses, ne serait-ce que les Noires américaines qui ont été très actives dans les mouvements abolitionnistes du XIXe siècle, et ce qui permet de mieux comprendre la transition vers le féminisme de la troisième vague, de la quatrième vague, faisant place à un féminisme multiracial et au concept d'intersectionnalité. Je rejoins la conférence précédente. Je vous remercie. Excusez-moi. Merci beaucoup, Christine, pour cette mise en regard vraiment très passionnante, tout à fait passionnante entre ces deux autrices, qui permet, en dehors même de la thématique, d'évoquer aussi des événements éditoriaux, des traductions de livres, du français vers le japonais et du japonais vers le français, ce qui est aussi une des particularités. On n'a plus de temps, malheureusement, pour la discussion, mais la dernière table ronde sera peut-être l'occasion de revenir sur les questions que j'avais préparées, la réception de Ueno en France, tout ça, on en parlera peut-être. Donc encore merci pour ta présentation.